Merci pour l'invitation, je suis ravi. Je vais faire un séminaire sur des travaux qui ont daté depuis un moment. Là, en fait, récemment, je travaille peu sur ça, mais c'est un récolte d'un peu de choses qu'on a faites sur cette thématique. Donc, la thématique du model checking. Je ne sais pas si vous êtes un peu à l'aise avec ça, mais sinon, en tout cas, le séminaire les slides sont un peu pédagogiques, donc j'espère que ça va aider. Donc, il n'y a pas trop de théorie là, dedans, c'est plutôt applicatif. Et on parle de modèle checking, mais surtout sur des modèles stochastiques. Donc, je vais faire une introduction un peu à l'idée de modèle checking, de raisonnement à travers des logiques temporelles, en démarrant pour les modèles non stochastiques, et après ensuite, on va s'intéresser à le rajout de la stochasticité. Ça, c'est la première partie du séminaire. Dans la deuxième partie, on va voir si on a le temps, si on arrive à pas trop fatigué. Et il y aura une deuxième contribution que c'est la problématique de model checking paramétré. Donc, je vais introduire plus tard, mais c'est un peu un autre aspect du model checking. Alors, juste pour introduire un peu le contexte, je pense que tout le monde on travaille quand même dans l'informatique, donc on devrait connaître un peu le problème de la vérification. Donc, on a des systèmes qui sont différentes, peuvent avoir différentes natures, un réseau ferroviaire, un maison, smart home, ou système de logistique pour la livraison de commandes, etc. Et ben, souvent, on se pose la question de pouvoir établir si un système qu'on a dessiné se comporte de manière correcte. Donc, pour ce faire, on imagine en tant qu'ingénieur de spécifications des propriétés qui établissent ou qui font référence au bon fonctionnement, à la correctness en anglais. Je vais abuser un peu de langage de temps en temps, du système, d'accord? Donc, étant donné un système et un ensemble de requirements. You are currently the only person in this conference. Non, tu vas bien, elle se reconnecte. J'ai coupé le son, tu peux. Pas de souci. Donc, le but du model checking, en gros, c'est appliquer des formalismes pour sortir des modèles formels d'un système qu'on veut étudier et en même temps de pouvoir formaliser notre requirement à travers des propriétés. Et on utilise pour ça des langages logiques pour encoder cette propriété. Après, on a une magique boîte noire qui fait le travail pour nous. Il prend le modèle qui est capable de comprendre les propriétés. Il y a des algorithmes de différents types. Et lui, on appuie un bouton et décide si le requirement phi est satisfait par le modèle M ou pas. Alors ça, c'est l'idée générale qui a été introduite, je pense, fin 70. Au début de 80, et c'était surtout référé à des modèles non probabilistes à état discret. On va voir dans un moment comment se comporte ce modèle. Après, ensuite, dans les années 90, à partir des années 90, fin 90, il a été étendu, la même notion, le même cadre a été étendu à la classe des modèles probabilistes. Alors, quelques mots sur l'intérêt de traiter des modèles probabilistes. Il y a pas mal de systèmes, soit ingénierisés par l'humain ou dans la nature, qui on peut pas modéliser, donc qui ont du sens à être modélisés à travers des probabilités. Par exemple, dans l'ingénierisation des algorithmes de protocoles de télécommunication, on a des algorithmes randomisés, justement, par exemple, tout ce qui est Wi-Fi, etc., pour pouvoir casser ou diminuer la probabilité de conflit quand on différentes nœuds dans le réseau qui communiquent entre eux. Ça, c'est une idée. Après, par exemple, quand on veut étudier un système biologique, des réseaux de réactions chimiques, les choses, on ne peut pas être sûr de on n'a pas un comportement déterministe forcément, et donc voilà. Juste quelques mots pour justifier le fait qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels a du sens s'intéresser à la modélisation probabiliste. Alors,
si on prend en compte la classe de modèles probabilistes, alors le problème de modèle checking, on le reformule, on l'appelle en littérature stochastic model checking ou alors probabiliste et model checking. Les deux sont interchangeables et la figure est toujours la même, mais on a notre modèle qui maintenant est stochastique et souvent dépend de certains paramètres. Donc, les paramètres, c'est important de les prendre en compte surtout pour la deuxième partie du séminaire. Et on a une propriété toujours exprimée à travers un formalisme, normalement un logique temporelle ou à l'automate. Et par contre, maintenant, ce qu'on fait, c'est que le travail du modèle checker, c'est plutôt être capable de quantifier la probabilité que les comportements encodés par la propriété phi soient satisfaits par le modèle. On note ça, la probabilité conditionnelle, qui étant donné les modèles avec un jeu de paramètres particuliers θ, les comportements phi soient exhibés par le modèle. Alors, il y a deux catégories de solutions au problème de modèle checking stochastique. Les algorithmes, les méthodes numériques, on fait référence à ces méthodes comme numerical model checking. Et donc, l'idée avec les méthodes numériques, c'est qu'on va construire entièrement le système. On prend en compte tous les états de notre modèle probabiliste. Et pour ça, donc, cette approche est exhaustive. Donc, parce qu'on a une certitude, on va pas laisser à côté rien. D'accord? Problème, justement, il y a un problème de passage à l'échelle, c'est ce qu'on appelle le state space explosion. Et souvent, les algorithmes de model checking à l'approche numérique sont limités à une classe particulière des modèles stochastiques, qui sont les chaînes de Markov. Et voilà, il y a un problème de space. Donc, ils ont besoin de beaucoup de mémoire. Plus tard, vers les années 2000, pour faire face à cette limitation des approches numériques, l'idée d'utiliser la simulation stochastique plutôt que de construire tout l'espace θ et donc avoir le besoin de stocker cet espace θ dans la mémoire a commencé à ressortir dans la littérature. Donc l'idée ici, c'est ce qu'on appelle statistical model checking. L'idée, c'est de implémenter un simulateur stochastique. Donc, le but est échantillonner des trajectoires de notre modèle, échantillonner énormément, une bonne quantité de trajectoires et utiliser chaque trajectoire pour établir la vérité de la propriété. Donc, on aura un certain pourcentage de trajectoires qui satisfont la propriété, d'autres non. Donc, on prend le rapport entre ces deux choses et on obtient une estimation de la mesure de probabilité que la propriété phi soit satisfaite par le modèle. Alors, l'avantage est que là, on a une méthodologie qui est beaucoup plus générique parce qu'on n'a pas les limitations de Markov chain. Tant qu'on est capable de simuler, on peut appliquer cette méthode à n'importe quelle classe de modèles stochastiques. Et deuxièmement, on n'a pas de problème de mémoire. Donc, en principe, on peut même l'appliquer à des systèmes qui ont un espace d'état infini. Bon, après, là, ça peut être aussi en termes, parce que la simulation, ça peut prendre du temps. Mais bon, ça, ce sont comment les deux aspects se comparent. Alors, là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une contribution qu'on a faite il y a un moment maintenant, dans la catégorie de model checking statistique. Et pourquoi on a appelé Hybrid Automata Statistical Model Checking. Le mot Hybrid Automata est dû au fait que, à la place d'utiliser une logique temporelle pour exprimer notre propriété, on utilise un automate. Et pas un automate n'importe lequel, un automate hybride. Donc, un automate hybride, on le verra, c'est un automate qui est équipé avec des variables quelconques. Donc, on peut avoir des variables qui peuvent être des booléens, des entiers, des réels, négatifs ou positifs, etc. Si vous voulez, les automates hybrides sont sur place des automates temporisés. Les automates temporisés, on n'a que de l'horloge. Dans les automates hybrides, on a plus de choses. Et l'idée, c'est d'utiliser un automate hybride comme quelque chose qu'on va associer à un modèle stochastique et à travers lequel on va filtrer les trajectoires qu'on échantillonne à travers un algorithme de simulation statistique.
Alors, bon, ça c'était juste pour vous donner une idée. Ben, essayons maintenant de regarder un peu plus en détail de quoi on parle. Donc, la classe des modèles à laquelle on s'intéresse ici sont des modèles à état discret. Donc, par exemple, imaginons avoir un système où on a des populations de trois espèces différentes. Malheureusement, tous les exemples de cette transparente sont référés à des modèles biologiques. Donc, c'est peut-être pas forcément touchant, mais en fait, ils peuvent être appliqués à n'importe quoi tant que vous pouvez imaginer avoir un réseau d'ordinateurs, des attaqueurs, des intruders ou je ne sais pas quoi. Bon, de manière plus abstraite, là, on imagine d'avoir un système qui a trois espèces ABC avec des individus. Donc, on représente la population de chaque espèce. Donc, imaginons d'avoir un état initial, c'est lui, on a cette distribution d'individus et on a une sémantique opérationnelle à travers laquelle on peut générer, on peut observer des comportements de ce modèle. Donc là, par exemple, un comportement, c'est quoi? C'est une suite d'états, c'est une exécution, une trace, un chemin, comme vous voulez l'appeler. D'accord? Donc là, on a observé cette particulière séquence, ok? Alors, en fait, en réalité, là, je vais dessiner seulement les espèces. Derrière, il y a un formalisme particulier. Là, dans cette slide, on utilise un réseau de Petri. Donc, en tout cas, c'est un formalisme qui permet d'écrire l'évolution du système par occurrence d'événements discrets. Donc là, en fait, on a trois événements qu'on appelait R1, R2, R3 et qui bougent les jetons dans des places. Par exemple, là, on consomme un jeton de la classe A, un jeton de la classe B et on remet deux jetons dans B. Donc, en gros, là, on transforme un élément de A dans un élément de B à travers l'intermédiation d'un élément de B. D'accord? Et donc, bon, imaginons d'observer. Donc, là, on a rajouté les événements qui sont franchis à chaque transition. On peut imaginer d'observer n'importe combien différentes exécutions, tout en démarrant toujours de la même état initial. D'accord? Donc, ça, ce sont des dynamiques possibles pour ce système. Alors, pour comprendre un peu l'idée des logiques temporelles, imaginons maintenant d'exprimer des propriétés qui représentent des conditions d'état. Donc, notre système consiste de trois variables d'état, A, B, C, donc la population de chaque espèce. Là, on peut imaginer d'exprimer des conditions de contraintes sur les espèces de notre système. D'accord? Et à chaque condition, on peut imaginer de colorer les états de notre exécution. Donc là, on obtient des colorations différentes. Et ben, si on change des conditions, on change des colorations. Il n'y a rien de particulier. Les états qui sont restés en noir sont les états pour lesquels aucune des conditions considérées est satisfaite. Alors, avec cette idée, ben, on peut introduire l'idée de raisonnement à travers les logiques temporelles. Donc, les logiques temporelles permettent d'introduire à travers des opérateurs temporels, exprimer des conditions sur l'évolution qu'on observe. Par exemple, l'opérateur F, alpha, fait référence à le fait qu'une certaine condition alpha soit finalement attente dans notre exécution. Donc, si la condition que alpha est qu'il y a au moins 4 éléments de la population B, alors là, c'est un exemple d'une exécution qui satisfait cette formule. Il y a une version plus contraignante, c'est l'opérateur J ou globally qui impose que la condition soit satisfaite pour chaque état. Et la version plus, entre guillemets, sophistiquée, l'opérateur until qui spécifie qu'une certaine condition B doit être atteignable à un certain moment à travers une séquence d'états où la condition alpha est satisfaite. Donc, par exemple, là, c'est un exemple d'une exécution qui satisfait le fait qu'il existe un état bleu qui est méduit et attente conditionnellement à travers une sous-séquence d'états orange. Juste un petit exemple pour montrer qu'il y a d'autres exécutions possibles dans notre système qui ne satisfont pas la condition. Parce que ça suffit qu'il y a la condition est cassée à un certain moment et cela rend invalide la propriété. Bon, après, on peut s'amuser, on peut imbriquer les opérateurs les unes entre les autres. Donc là, on a un until imbriqué dans un autre until.
Et c'est là que ça correspond à quoi? Ça correspond en gros à spécifier des soupçonnements de coloration différentes. La remarque qu'on peut tirer sur cette disons, explication très intuitive de la logique temporelle, qui à ce niveau-là, on a des langages qui nous permettent de faire quoi? De raisonner sur quoi? Sur des séquences de conditions d'état. Donc, on peut dire, je m'intéresse à les séquences où j'ai un bleu précédé par des oranges ou un violet qui est précédé par des rouges et les rouges sont précédés par des verts, par exemple. Alors ça, par contre, je dis avant que ici on s'intéresse au modèle stochastique, le contexte est le même, on a toujours des modèles discrets, on a toujours des événements discrets, mais maintenant, à chaque événement, on associe quoi? On associe une distribution de probabilités. Et cette distribution de probabilités indique le retard avec lequel l'événement peut se passer. Et les retards, dans notre contexte, sont assumés être des valeurs continues. Donc, il y a aussi des modèles à temps discret, mais nous, là, on s'intéresse au temps continu. D'accord? Donc, maintenant, si on prend en compte une observation d'un tel système, on a toujours la même situation, c'est-à-dire les états sont des tuples de valeurs entières qui représentent la population de chaque individu. Par contre, une exécution maintenant, c'est un chemin temporisé. Donc, les occurrences des événements se passent avec un certain retard. Et cela donne origine à une step function. Donc, si on fait l'hypothèse de démarrer de l'état 1, 4, 9, et on imagine que entre ces trois événements qui sont franchissables de manière concurrente, celui qui gagne la compétition, et qu'à travers la distribution associée, on tire un retard qui est de 1 quart. D'accord? Alors, c'est là, qu'est-ce qu'il fait? On applique la version 3, donc on consomme une molécule de C, on rajoute une molécule d'A, et donc on a cette saut-là. Et ainsi de suite. Donc, une simulation, dans ce cas-là, on continue à tirer, on choisit encore une fois A avec un autre retard, etc. Maintenant, on choisit A avec un autre retard, et ainsi de suite. Donc, on a notre exécution, on est passé dans des tuples, donc des séquences de tuples à des signaux qui ont un aspect particulier, sont des step functions. Alors, pas seulement ça, chacun de ces signaux, maintenant, est associé en mesure de probabilité. Donc, on a la probabilité, une certaine probabilité d'observer cette exécution particulière ici. Et la probabilité est, disons, en conséquence des distributions de probabilité qui sont associées à chaque événement. Si on change de distribution, on changera la probabilité. Et aussi, si on change, là, c'est pas noté, mais chaque distribution est associée à des paramètres. Donc, si on change les paramètres de la distribution aussi, on changera la probabilité des comportements exprimés par le modèle. Voilà, tout cela pour dire que maintenant, dans l'extension dans le stochastique de raisonnement à logique temporelle, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a les mêmes opérateurs qu'avant, mais on a aussi la version time-bounded. Donc, on peut associer des intervalles de temps pour faire référence au fait qu'on veut s'intéresser à une certaine condition d'état, mais on veut s'intéresser au fait que cette condition d'état soit satisfaite à un certain moment de temps, à l'intérieur d'un intervalle qui est le point limite. Alors, par exemple, là, on s'intéresse au fait que la population de l'espèce A donc rentre dans l'intervalle 3,5 à l'intérieur de l'intervalle de délai entre 3,75 et 4,5. Ce qui est le cas, parce que là, en fait, cette-là correspond à une région spatio-temporelle, et là, cette trajectoire en bleu contient un point à l'intérieur de cette région. La version J, time-bounded, impose que à l'intérieur de l'intervalle considéré, tous les points de trajectoire, la trajectoire doit être complètement dans la région. Donc, il ne doit pas y avoir des points entre l'intervalle de temps considéré qui sont dehors de cette région. Et si on prend en compte l'antille, il doit y avoir un instant de temps où la condition à droite de l'antille est satisfaite, et pour tout moment qui vient avant, la trajectoire doit être à l'intérieur
de la condition qui représente l'opérateur de gauche de un type. Alors, sur cette base, on peut observer quoi? Qu'en fait, maintenant, avec les logiques temporelles stochastiques, on est passé d'un langage pour raisonner sur les séquences d'état à un langage pour raisonner sur les séquences de régions spatio-temporelles. Donc, on a déjà une manière pour caractériser un peu, disons, le profil de notre signaux, des signaux qui sont exprimés par notre modèle. Alors bon, ça c'est juste un slide pour faire un peu le point. Donc le problème de l'expressivité des langages pour les propriétés est traité énormément dans la littérature. Différentes logiques temporelles ont été introduites. La plus connue peut-être la logique CSL, qui est utilisée par le modèle checker probabiliste Prism. Il y en a d'autres, mais disons, les formalismes à logique temporelle, donc basés sur un syntaxe, etc., sont limités normalement à pouvoir exprimer des state conditions plus time bound, c'est-à-dire à raisonner sur cette séquence de régions spatio-temporelles. Après, ensuite, une première approche a été introduite où les automates temporisés ont été utilisés pour pouvoir enrichir l'expressivité des langages de propriété. Et bien, c'est par introduction de ce qui a été appelé la logique CSL-TA, ou TA indique time d'automata. Ben, nous, on est parti sur cette base et on a étendu l'idée et on a remplacé les automates temporisés avec des automates hybrides. Ça, c'est un peu ce dont on va parler maintenant. Justement, alors, essayons de regarder. Donc là, c'est un autre dessin qui remontre un peu l'idée de model checking. Par contre, là, on a la figure qui donne tous les détails qui expliquent l'idée de la logique hybrid automata. Donc, on a d'un côté notre modèle stochastique. Maintenant, c'est un modèle qui est très générique. C'est pas limite forcément une chaîne de Markov en continu, mais c'est qu'on peut appeler tout simplement discrete event stochastic process. Là, on peut avoir tout type de distribution qui caractérise la dynamique de notre événement. Et maintenant, la propriété que dans la figure d'avant, on avait vu, c'était une propriété qu'on appelait phi, tout simplement. Là, en fait, on a deux objets. On a un objet A qui c'est un automate hybride, et on va voir comment ça marche. Et après, une expression Z qui c'est seulement une chose qui nous dit, qui exprime qu'est-ce qu'il faut mesurer avec les trajectoires que l'automate a sélection du modèle. Donc, en fait, le modèle checker Hazel, c'est quoi? C'est un simulateur qui échantillonne des trajectoires qui appartiennent au procès produit. Donc, on prend la synchronisation entre le modèle et l'automate. Et on verra, l'automate est une machine qui décide si une trajectoire est acceptée ou pas. Donc, certaines trajectoires seront acceptées, d'autres seront écartées. Et ce qu'on écarte, on ne les considère pas. On considère seulement ce qu'on a accepté. Et avec cette trajectoire, on prend la mesure target qu'on veut étudier et on calcule un intervalle de confiance. Donc, on a une certaine confiance statistique sur l'approximation qu'on obtient pour la variable Z. Donc, Z, ça peut être une mesure de probabilité, la probabilité qu'un certain des comportements est produite par le modèle ou autre, peut être en valeur moyenne d'un indicateur et en n'importe quoi. Alors, pour pouvoir comprendre intuitivement comment ça marche l'idée de model checking avec les automates hybrides, il faut qu'on apprenne l'idée de la synchronisation entre un modèle stochastique et un automate temporisé. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est un automate hybride? Un automate, c'est une machine à état. Un automate hybride, c'est une machine à état qui a des variables. Il peut avoir des horloges, il peut avoir des variables comme dans ce cas-là X1 qui représente quelque chose qui fait référence à une population du modèle, dans ce cas-là, et il peut avoir des variables entières. Alors ici, comme petit exemple, on a un exemple, c'est un autre cas du modèle qu'on a vu avant, qu'on a appelé ABC. Ici, en fait, c'est un modèle
très connu en littérature pour le modèle CIR qui représente un peu d'actualité récemment, comment une infection peut se propager dans une communauté, par exemple. Donc, on a 3 espèces, les susceptibles qui ne sont pas encore infectés, les infectés et ceux qui sont guéris, donc les recover. Donc là, dans cet petit exemple, alors on observe, on a une horloge, on a une variable x1 qui, donc l'horloge a une pompe ou une dérivée égale à 1. La variable x1 a un dérivé qui correspond à la population de i. Donc en gros, cette variable x1 représente l'intégrale de la population de infectés. Après, ici, on a des transitions. Cette transition se synchronise avec l'événement R2, donc la guérison de l'infecté, et l'autre se synchronise avec tout autre événement qui ne sont pas R2. Ben là, c'est bien un peu 1, donc avec l'événement d'infection. Et là, on a l'état acceptant de notre modèle. Une fois que l'automate rentre dans cet état, la synchronisation s'arrête et la trajectoire qui a été synchronisée avec cet automate, si a fait que l'automate rentre dans cet état, elle est acceptée. Alors, pour comprendre la dynamique, donc la sémantique de l'automate, il faut connaître qu'est-ce qu'il y a sur les arcs. Donc, il y a une synchronisation, ou alors là, ce symbole indique que cette transition peut être franchie sans synchronisation. Après, il y a un garde qui représente la condition qui doit être satisfaite. Par exemple, là, t égale t, grand T, c'est une constante. Donc là, on s'arrête dès que l'horloge atteint une valeur grand T. Et là, la troisième composante sur un arc d'un automate, c'est un update. Donc là, en fait, on prend la variable x1 et on la divise par t. Donc, en gros, dans cet exemple simple, cet automate va accepter tout chemin qui a une durée fixée. Donc, ça, en fait, il accepte tout chemin, mais il arrête la synchronisation en certain threshold. Ça suffit que je change la condition d'acceptation pour sélectionner un autre ensemble de chemins. Et là, si je mets la variable, une contrainte sur la variable N2, en fait, qui compte, donc le but est compter le nombre de guérisons qui sont passées à travers cette update ici, en fait, là, je vais sélectionner tout chemin qui contient des N observations de l'événement de guérison. Je peux imaginer toute autre condition d'acceptation. Par exemple, là, j'exprime une condition telle que les chemins acceptés, ce sont seulement ceux où j'impose un contrainte sur la division de x1 par t. x1, c'est quoi? C'est l'intégrale. Donc, en fait, x1 divisé par t représente la population moyenne d'infectés observée jusqu'à l'instant t. Okay. Alors, l'état du simulateur est composé par quoi? Par la combinaison de l'état de mon modèle. Donc là, on a un modèle à 3 populations, dans 3 dimensions. L'allocation de l'automate et l'état des variables de l'automate. Là, on a une variable avec un automate avec 3 variables. Voilà, donc, c'est ce que ça donne l'état du procès produit. Comment ça marche la simulation? Imaginons de démarrer le système avec 5 susceptibles, un infecté et aucune guérie. Et voilà. Et imaginons donc toutes les variables initialement sont à 0, y compris l'horloge. Et on tire, on simule. Imaginons que c'est R1, donc on a une infection qui gagne la compétition parce qu'on pourrait même faire guérir l'infecté. Et imaginons que cet événement se passe avec un retard 0.5. Là, on plotte à la fois en bleu la population de I et en rouge l'intégrale des infectés, qui est stocké dans la variable x1 de notre automate. Alors, à 0.5, on a un saute, donc on a monté les infectés parce qu'on a observé une infection, et là, on a l'intégrale à cette valeur-là, on observe notre infection avec un ultérieur retard, etc.
Après, on a une guérison, une autre guérison, et ben, l'horloge continue à avancer. Là, on a comme contrainte d'acceptation. Donc, la mesure se termine le moment que l'horloge a atteint les valeurs 4. Là, il n'a pas encore atteint les valeurs 4. On a maintenant un retard. Donc, ça suffit qu'un retard de 0,5. Alors, lui va à 4. Et donc, la simulation s'arrête. Et à ce moment-là, dans la variable, on fait la mise à jour du X1 et on obtient les valeurs de la population moyenne d'infectés au temps 4. Okay, donc ça, c'est le principe qui montre comment ça marche la simulation du procès produit d'un modèle stochastique et un automate hybride. Alors, à remarquer que ça suffit que je change. Donc, cette exécution ici est acceptée par cette version de l'automate. Alors que si je change légèrement et j'impose un autre contrainte, donc un contrainte sur la valeur de la population moyenne observée jusqu'à là, la même exécution n'est pas acceptée par cette automate. Donc, cette trajectoire-là n'est satisfaite par cette formule qui est exprimée à travers l'automate. Donc, c'est là juste pour dire que maintenant, à travers cet automate, donc, par exemple, là, je pourrais utiliser cet automate ici pour calculer la probabilité que la population moyenne, la distribution de probabilité que la population moyenne des infectés soit entre une certaine valeur que je suis intéressé à étudier. Donc, la remarque qu'on peut observer là que maintenant, à travers ce mécanisme d'automate hybride, on est vraiment passé à une expressivité assez puissante par rapport à ce qu'on avait avant, parce que si avant on pouvait réfléchir, donc considérer des conditions sur des séquences des régions spatio-temporelles, là on peut prendre en compte des statistiques calculées à la volée sur mes signaux. Et donc pas seulement le fait que le signal passe à travers des régions spatio-temporelles. Okay? Bon, ça, je vais peut-être passer parce que c'est un peu compliqué à expliquer, c'est pas trop intéressant. Mais en gros, comme je le disais avant, donc une fois qu'on a un automate temporisé, finalement, on l'utilise pour sélectionner des trajectoires en accord sur les conditions d'acceptation qui amènent dans un état acceptant. Et après, les trajectoires qu'on a sélectionnées, on l'utilise pour estimer l'espérance d'un l'opérateur calculé sur une des variables de notre automate. Par exemple, là, ça correspondrait à mesurer l'espérance de la valeur que la variable x1 a à la fin de la simulation. Donc, last de quelque chose, ça veut dire la valeur qu'il y a à la fin de la trajectoire. On peut même considérer d'autres choses, la valeur maximale qui est une variable à attente que dans la synchronisation, donc sur une trajectoire ou d'autres choses comme estimer la distribution de probabilité, la PDF. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on a? À travers l'idée d'utiliser des automates temporisés pour spécifier, pour sélectionner des signaux émis par un modèle stochastique, on a vraiment un langage très expressif qui nous permet de prendre en compte des variables aléatoires conditionnelles. On conditionne ce qu'on veut mesurer en fonction de ce qu'on peut exprimer comme condition d'acceptation de l'automate. Donc là, on dépasse l'expressivité de langage logique temporel classique, et ce qui est plutôt intéressant, surtout dans le contexte de l'analyse de performance. Bon, faut se rappeler que là, on est obligé à rester dans le cas de la simulation parce que c'est tout simplement impossible de... Bon, oui, la complexité pour trouver une solution numérique de processus produit. Donc là, on est dehors le markovien. La caractéristique des modèles markoviens, c'est que amène à une solution numérique facile due à la propriété d'absence de mémoire. Et là, le moment qu'on a des variables où on stocke des choses, on perd l'absence de mémoire. Donc,
ce n'est pas faisable d'utiliser imaginer une solution numérique. Donc, on est obligé à rester exclusivement dans la simulation. Mais bon, l'avantage, par contre, c'est qu'on n'a pas de limitation de taille, donc on peut passer à un modèle de grande taille, même infini. Cette méthodologie a été implémentée et il est disponible dans un outil qui s'appelle Cosmos, qui pourtant est maintenu à l'Université Paris-Est Créteil. Voilà. Vous avez un site internet si vous êtes intéressé. Oui, petit aspect pour ceux qui sont intéressés à des détails d'implémentation. En fait, pour rendre un peu plus efficace l'outil, on génère un simulateur en fonction du modèle. Donc, on prend un modèle particulier. À la place d'avoir un simulateur générique qui est capable de simuler n'importe quel modèle, on génère du code pour le modèle qu'on prend en compte. Donc, on saisit un modèle. La première partie de l'outil va prendre le modèle, va générer un code C++ qui lui est le simulateur du processus produit automate et modèle. Donc, censé, donc il y a un coût initial à payer parce que on est obligé de générer les simulateurs, mais après ça porte un gain en temps. Dans le site, vous trouvez pas mal de cas d'études qui ont été publiés. Et là, il y a toutes les personnes qui ont été concernées pour le développement de ce cadre de model checking. Je vais parler pour... Ça va? OK. Alors, OK. Maintenant, on a à peu près compris le problème de model checking stochastique. Maintenant, on s'intéresse à une perspective légèrement différente. On est toujours dans le cadre du modèle stochastique. Donc, on a notre modèle stochastique qui dépend d'un certain jeu de paramètres. On a un comportement temporel exprimé par une logique temporelle ou autre. Bon, restons simples, imaginons une logique temporelle. Et maintenant, on se pose la question de chercher, identifier les valeurs des paramètres qui font que la probabilité que le modèle exprime la propriété soit strictement positive. Donc, on veut éliminer les valeurs de paramètres qui font qu'il y a une probabilité nulle de satisfaire la propriété considérée. Donc, en gros, c'est une méthodologie qui nous permet de tuning, de tuner notre modèle. Donc, on a un modèle, on veut que le modèle exprime un comportement, on va chercher les paramètres qui font qu'il y a une probabilité positive que le modèle exprime ce comportement. Alors, comment on fait ça? On applique une méthode, encore une fois basée sur la simulation, une méthode d'inférence des paramètres. Moi, je ne suis pas statisticien. Ce travail ici a été fait sur une thèse que j'ai co-encadrée avec un jeune chercheur en stat. Okay? Et donc, à travers ce travail, je familiarisé avec cette méthode qui s'appelle Approximate Bayesian Computation. L'idée de base, et là j'espère ne pas dire trop de bêtises, donc l'idée de la Approximate Bayesian Computation vient en fait de l'inférence statistique basée sur le modèle. Donc le problème a été formulé généralement de cette manière. Donc, imaginons d'avoir une certaine observation d'un système, qu'on note YOBS comme observation. Et bien, on s'intéresse on cherche, et on a un modèle qui dépend d'un certain paramètre θ, qui prend des valeurs dans un espace paramètre grand θ, et bien, on cherche les valeurs de θ de manière que la dynamique du modèle soit comparable, ressemblable aux observations qu'on a récoltées du modèle. Alors, pour l'idée de l'inférence statistique, une des méthodes pour traiter ce problème, c'est à travers des méthodes bayésiennes qui sont basées sur le théorème de Bayes. Donc, l'idée de base est, si je prends une distribution a priori, c'est-à-dire une connaissance que je fais l'hypothèse de connaître, j'imagine que les paramètres de mon modèle initialement
sont distribués selon une certaine distribution de probabilité. Et donc, à travers le théorème de base, je peux trouver la distribution, ce qu'on appelle la distribution a posteriori. Donc, la distribution qui fait que les modèles ressemblent à les observations qu'on a capturées. Le problème, c'est que normalement, pour calculer la distribution a posteriori, on doit connaître ce qu'on appelle la likelihood function, c'est l'envers, la probabilité des observations étant donné les paramètres. Mais cette fonction est, sauf des cas élémentaires, on ne peut pas la calculer facilement. D'où l'idée d'utiliser une approche d'approximation qui s'appelle approximation computation. L'idée de base est si je connais pas la formulation analytique de la likelihood function, qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai une sémantique opérationnelle pour mon modèle, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre des traces, donc des simulations de mon modèle correspondantes à un certain jeu de paramètres. Par exemple, si je prends un jeu de paramètres θ', je peux simuler ce modèle et obtenir une observation du modèle Y', et ben je vais accepter un jeu de paramètres θ' si seulement si le comportement simulé du modèle est suffisamment près, ressemble suffisamment aux données que j'ai observées. Alors vous voyez bien que cette idée-là s'appuie sur une notion de distance. On doit savoir mesurer la distance entre les observations et le comportement exprimé par le modèle ou par une instance du modèle correspondant à un jeu de paramètres spécifique. Alors, cela a été encodé, donc l'algorithme d'ABC, un algorithme très connu en statistique. Donc l'idée de base, c'est quoi? Au-delà de lire les algorithmes, c'est toujours pas sympa, mais ce n'est pas non plus trop compliqué, celle-là. Donc l'idée de base est que on doit connaître certains inputs, notamment l'observation, le nombre de particules, c'est souvent ce paramètre que nous on choisit, une tolérance, et on doit choisir quelle distribution a priori prendre en compte, et on doit avoir une notion de distance. Ça, c'est important. L'algorithme, itérativement, va faire quoi? Va échantillonner un jeu de paramètres en utilisant la distribution a priori considérée. Il va simuler les modèles pour le paramètre choisi de l'a priori. Il va prendre le comportement associé au modèle. Il va mesurer la distance. Et si du comportement par rapport aux observations, si la distance est suffisamment près, il accepte le jeu de paramètres sélectionné et il va les stocker. Ce sera la IM particule acceptée, etc. Donc, il répète cette itération tant qu'il a trouvé N particules acceptées. Donc, N valeurs de paramètres qui ont fait que le comportement du modèle est après d'une tolérance similaire à celle observée. C'est là les valeurs qu'on a choisies, les N valeurs qu'on a choisies, qui sont sélectionnées à travers cette procédure, sont garanties d'être constituées en approximation de la distribution a posteriori qu'on cherche. Alors, tout cela marche bien, est correct, théoriquement est sound. Il y a un problème ça peut prendre beaucoup de temps pour chercher ce paramètre. Notamment, surtout si on choisit des tolérances très petites, alors là, on a peu de problèmes. Et en fonction aussi de la distribution a priori qu'on choisit. Donc, il y a différents aspects, facteurs qui influencent la convergence. Mais le plus important, c'est surtout la valeur d'epsilon. Alors, nous, on a considéré cette idée ici, donc on s'est posé la question, est-ce qu'on peut l'adapter par rapport à notre problème à nous, qui est de trouver les valeurs de paramètres qui font que le modèle satisfait la propriété phi qu'on veut étudier. D'accord? Alors, pour ce faire, en gros, on a besoin d'adapter ce qui est ici appelé la distance de la trajectoire issue du modèle par rapport aux données observées
on a besoin d'une notion de distance entre la trajectoire issue du modèle qui ici est noté Sylvain par rapport au comportement, la propriété temporelle qu'on a pris en compte. D'accord. Donc, on a besoin de définir ça. Sachant que nous, les propriétés qu'on va prendre en compte sont les propriétés des logiques temporelles stochastiques, donc sont les opérateurs comme F, J et U, associés à des intervalles de temps, comme on a vu jusqu'avant. D'accord? Alors, ça c'est surtout notre contribution. On a introduit des mesures de distance qui caractérisent la distance d'une trajectoire de modèle stochastique par rapport au fait que la trajectoire satisfait une formule phi. Alors, juste intuitivement, je donne des exemples de cette distance par rapport aux opérateurs de base comme F, la version time-bound de F. Donc là, imaginons qu'on a la quantité observée XO, O c'est la quantité observée, et en bleu, on a des trajectoires qui représentent le comportement de XO. Et là, une formule F élémentaire, ça correspond à une région spatio-temporelle. D'accord? Là, on a les boundaries du temps, les boundaries de l'espèce observée. D'accord? Alors, on dit qu'une trajectoire satisfait, donc, à une distance nulle de la formule F, si, en accord avec la sémantique de l'opérateur F, s'il contient au moins un point à l'intérieur de la région, ce qui est le cas pour cette trajectoire. Par contre, si la trajectoire ne contient aucun point à l'intérieur de la région qui correspond à l'opérateur F, on décide, nous, de définir comme distance le minimum de la distance euclidienne. Sachant que là, c'est un dessin simple parce que c'est un dessin, disons, on prend en compte seulement une dimension seule. Donc là, c'est une trajectoire monodimensionnelle, mais en fait, en réalité, ces trajectoires peuvent être n-dimensionnelles. Donc, en fait, plutôt qu'une distance euclidienne dans un espace n, disons. Ça, c'est pour une formule F. Pour une formule J, sachant que la sémantique de J demande qu'à l'intérieur de l'intervalle de temps considéré, la trajectoire soit entièrement contenue dans la région. Alors, pour avoir une distance 0 pour une formule J, on demande, ce sera le cas si la trajectoire a tous les points à l'intérieur de la région d'un T1, T1, T2. Par contre, s'il y a des sous-segments qui sont à l'extérieur, on a décidé, nous, de définir comme distance l'intégrale, c'est-à-dire la surface ou l'hypervolume de la partie de la trajectoire qui sont dehors la région considérée. C'est juste pour définition. De même manière, on peut définir la distance de formules de type Antil. Je ne le montre pas ici. C'est pas compliqué de montrer que un résultat de correct de soundness, c'est-à-dire que la distance d'une trajectoire d'une formule est 0 si et seulement si la trajectoire satisfait la formule selon la sémantique des logiques temporelles. Alors, une fois définie cette distance, comment on peut mesurer dans un contexte de simulation stochastique? Là, il ne faut pas regarder sa figure, c'est juste trop compliqué, mais on peut générer des automates hybrides et donc appliquer encore une fois la même procédure qu'avant. Donc, on synchronise notre modèle stochastique avec un automate qui cette fois ici c'est assez costaud, mais c'est généré de manière automatique en fonction de la formule. Donc, on a un automate, donc le but est calculer cette distance ici telle qu'elle est définie ici pour la formule F. Par synchronisation avec une trajectoire du modèle. Okay? Donc, cet automate peut être généré de manière automatique. Ils utilisent une variable D, qui est une variable réelle et qui est affectée avec les bons résultats. Notamment, il va affecter les valeurs 0 si et seulement si la trajectoire est là, on a variable n qui contient la population de la quantité observée. Si on rentre dans la région à tout moment, on accepte direct et on met la distance à 0. Sinon, on met à jour la distance à fur et à mesure, en fonction de comment la trajectoire évolue dans l'espace. Alors,
là, c'est un exemple d'automate pour la formule F. On a les équivalents pour les autres types de formules. Alors, sur cette base, qu'est-ce qu'on a fait? On a adapté l'algorithme ABC. On a remplacé la partie de distance. On fait faire le travail de mesure, de calcul, de mesure de la distance des trajectoires issues d'un modèle par un certain paramètre. Et on le fait faire à cet automate meter. Okay? Donc, l'algorithme reste de la même nature d'avant. Donc, on échantillonne des paramètres avec l'a priori. On génère une trajectoire simulée avec le paramètre du modèle en prenant en compte le paramètre observé. Et on applique l'automate meter et on cherche, on s'arrête dès qu'on a trouvé que la trajectoire en distance 0. Ce qui est bien parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser une epsilon particulière. On décide d'accepter, encore une fois, là. Après on peut choisir des epsilons si on veut, au cas où il y a un temps de calcul en convergence trop long. Bon, je vais finir juste avec quelques résultats expérimentaux. Donc là, on a testé cette méthodologie sur différents modèles. Là, c'est un modèle de réaction enzymatique. Donc, c'est à peu près le même type de situation qu'on a discuté avant. Donc, on a des espèces, un enzyme, un substrate qui peuvent se combiner, décombiner, et quand ils se décombinent, ils peuvent produire une protéine P. Dans cette figure-là, on voit l'évolution en cours de temps de la population de protéines P synthétisées par ce système-là, en fonction des paramètres du système. Donc là, on a 3 réactions, donc c'est un espace paramétrique à 3 dimensions, K1, K2, K3. Dans cette particulière plot, là, on a fixé les paramètres K1 et K2, donc les vitesses des 2 réactions, R1 et R2 sont fixées, les plots correspondent à différentes valeurs pour la vitesse de la 3e réaction. Donc, en gros, plus on rend rapide la 3e réaction et plus de protéines seront synthétisées. Quoi d'autre on a dans cette figure? On a des différentes régions spatio-temporelles, R1, R2, R3, qui correspondent à cette formule logique temporelle avec l'opérateur F. Après, on a d'autres formules. Et voilà, on a utilisé cette formule pour chercher les paramètres, donc pour tuner les modèles de manière d'exclure toute valeur, par exemple, qui font que le modèle ne passe pas par la région R1 ou par R2, par R3. Donc vraiment là, on cherche à calibrer les modèles de manière d'observer un certain comportement pour ce qui est la protéine, l'expression de la protéine P. Là, on a des expériences, justement, à différentes dimensions. Dans la première ligne, on a des expériences monodimensionnelles. On a fixé les paramètres K1 et K2. Et on a cherché K3 en utilisant comme priori une distribution uniforme entre 0 et 100, que c'est un intervalle vraiment grand. Et là, c'est très petit, on ne voit pas trop, mais par exemple, là, on a... Je sais plus... Ah, c'est pour la première formule, c'est pas trop intéressant, je veux dire. Il va exclure seulement certaines valeurs de K3 qui sont vraiment plus petits, je dirais à peu près des 15. Donc, pour K3 plus petit que 15, il y a une probabilité nulle de satisfaire la première formule, c'est-à-dire une probabilité nulle qui la trajectoire à travers cette région spatio-temporelle. Alors que pour les autres, effectivement, on a réduit pas mal l'ensemble des valeurs possibles. Mais peut-être l'expérience plus intéressante, c'est celle dans la 3e ligne, qui je vais détailler un peu plus en détail. Alors là, en fait, c'est une expérience sur 2 dimensions. On fixe seulement un paramètre et on cherche les paramètres optimaux pour les réactions 1 et 2. Et on utilise 0,100 comme support pour la distribution initiale, pour l'a priori. Donc, vraiment, encore une fois, c'est un ensemble plutôt grand. Là, on a les plots de la distribution postérieure qu'on a trouvé. Alors, les seules régions, donc les régions sombres sont à probabilité nulle, et là, on a des valeurs à probabilité non nulle. Il faut remarquer que là, OK, on est sur à peu près toute la largeur de support 0,100, mais regardez ici combien on a réduit l'espace. Donc, en gros,
là, on a une région à peu près triangulaire des valeurs des probabilités non nulles. Et là, la surface de cette région correspond à peu près à une valeur autour de 1. Et ce qui, par rapport à la surface totale de l'espace de départ, qui est 10 à puissance 4, ça veut dire que on a une probabilité, si on veut aller chercher manuellement, systématiquement, les paramètres, par exemple, avec une grille de valeurs, on aura une probabilité très faible de tomber dans des points ici. Tout cela a été implémenté. Il y a une implémentation en Julia. Alors, l'intérêt, c'est qu'en fait, on a mis en place quelque chose qui nous permet de chercher de manière efficace et systématique et automatique l'espace des paramètres en fonction d'un problème de calibration de la dynamique dans le système. Voilà, ça c'était le travail des thèses de Mahmoud Bentrou qui a fini 2021. Voilà. Et il y a des aspects encore ouverts. Donc, typiquement, là, je vous parlais des résultats pour ce type de formule, mais on n'a pas la possibilité d'embriquer des formules. Alors, c'est vrai que l'embriquement de formules temporelles, c'est pas forcément trop clair et pas trop utilisé, mais en gros, c'est une limite dans notre méthode. Les distances sont définies seulement dans les cas des formules élémentaires. Donc ça sera prendre en compte. Bon, j'ai trop parlé, j'arrête. Merci pour votre attention. Merci.